Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité sur le conflit russo-ukrainien. Je suis en direct actuellement avec notre président Charles Danjou, en direct du Tadjikistan. Alors pour commencer, Charles, qu'est-ce que vous faites là-bas actuellement? Bonjour Julie, effectivement, au Tadjikistan, on prépare une série de reportages sur la route de la soie, cette route qui part du Caucase et pour arriver jusqu'en Inde et en Chine, bien connue dans l'histoire, pour être une route commerciale de légende. Et on a décidé d'y consacrer une série de reportages de terrain parce que c'est une zone qui est très peu couverte. Donc, il y a un reportage en préparation sur le Caucase et l'Azerbaïdjan et je prépare moi un reportage sur le Tadjikistan. Ces reportages, ils sont en préparation, donc ils seront disponibles cet été. En revanche, je signale à nos auditeurs que tous nos reportages, en particulier ceux consacrés à l'Ukraine, sont disponibles sur notre application. Et il y a le dernier reportage sur l'Ukraine que j'ai réalisé qui arrive la semaine prochaine. Et donc, n'hésitez pas, chers amis, pour nous soutenir, à vous rendre sur l'application, à télécharger l'application et à visionner nos reportages parce que, à part nous, bien, il n'y a personne sur le terrain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Exactement. Et puis pour revenir du coup sur la guerre en Ukraine, justement la guerre s'intensifie en ce moment et l'usage des drones aussi, toujours. Où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur la situation? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que dans cette guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine a commencé en février 2022 avec très peu de drones. Euh, Lors du conflit entre les séparatistes et et l'armée ukrainienne, Mhm. pendant 7 ans, il y a eu quelques drones sur la ligne de front, sur les tranchées, qui lançaient des engins, mais c'était un usage sporadique et vraiment résiduel. Et quand la guerre a démarré le 24 février, à part quelques drones d'observation, en fait, il y avait quasiment pas de drones kamikazes. Et les drones d'observation étaient très peu présents, ce qui veut dire que la guerre avait un tout autre visage. Ayant couvert la bataille de Mariupol, je me souviens que les tactiques des attaquants des Russes comme des défenseurs des Ukrainiens étaient vraiment tout autres que ce qu'elles sont aujourd'hui. À part quelques drones d'observation, l'artillerie, les chars, l'infanterie travaillaient de manière assez classique dans le cadre d'une guerre conventionnelle appris de part et d'autre dans les manuels des écoles de guerre soviétiques ou de l'OTAN. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. À part quelques images pour renseigner, ça n'avait pas changé grand-chose. En revanche, il y a une montée en puissance depuis 2023-2024 en ce qui concerne les drones d'observation avec différents types de gabarits, des drones lourds d'observation qui volent à haute altitude, qui sont capables de faire des véritables cartographies sur des dizaines de kilomètres quasiment, avec une précision au sol dans la visibilité et dans l'analyse de quasiment métrique. Et puis aussi, il y a une montée en puissance des drones d'attaque, soit des drones qui lancent des charges explosives, des obus de mortier, soit des drones kamikazes, qu'on a pu voir d'ailleurs avec toi, Julie, lors d'un reportage avec l'unité de dronistes français Normandie-Yémen qui sert au sein de l'armée russe, reportage qui est sur l'application d'ailleurs. Et on a vu à quel point l'usage des drones kamikazes s'était développé. Et puis, pour s'être rendu à nouveau sur le front russo-ukrainien au mois de mars, dans la région de Bakhmout et de Tchassivia, eh bien là, on a vu que le drone FPV, le drone d'observation, le petit drone d'observation, c'est une présence quasi constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont en général, enfin, pour beaucoup, sont équipés de caméras thermiques, ce qui veut dire qu'ils sont capables de travailler de jour comme de nuit, aussi bien en observation que pour des frappes. Et donc, il n'est pas possible, ça on l'a bien constaté, de faire 200 mètres sans avoir sur nos petits détecteurs de drones. Ça ressemble à des petits talkie-walkie, sauf que ça vous indique quel type de drone vole, à quelle distance il est. Et donc, s'il s'agit d'un drone kamikaze ou d'un drone d'observation, eh bien, ce petit détecteur, il sonne tous les 200 mètres ou toutes les 3-4 minutes. Voilà, donc le drone aujourd'hui, c'est un élément fondamental dans le champ de bataille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, puisqu'on fait cette émission, il faut signaler l'actualité qui concerne les drones, et il y en a une aujourd'hui, c'est que les Chinois ont annoncé qu'ils ne vendraient plus de drones à l'Ukraine. Alors, c'est une nouvelle importante puisque les Chinois produisent des centaines, voire des millions de drones chaque année et que, bien qu'étant politiquement du côté de la Russie et fournissant à la Russie un certain nombre de matériel qui lui permettent de continuer la guerre et de
soutenir son économie, notamment dans les, dans les, dans le secteur des technologies. Il y a effectivement quelques sociétés chinoises qui étaient autorisées à vendre à l'Ukraine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi cette décision arrive aujourd'hui et pas hier ou pas dans 2 semaines ou dans un mois. Simplement, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, qui est toutefois relativisée puisque l'Ukraine a développé des capacités de production de drones, d'ailleurs de qualité inégale. On a vu des drones en carton, enfin des choses qui sont spectaculaires en termes de communication et en termes de propagande, mais qui sont moins sur le terrain. Par contre, elle a effectivement de vraies capacités de production sur tout un tas de domaines, aussi bien dans le domaine des drones que dans le domaine des brouilleurs et des capacités d'interception. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, mais ça n'empêchera pas l'Ukraine d'avoir accès aux drones et certainement peut-être d'ailleurs avec ce que les Chinois produisent des drones vraiment peu chers. Donc le problème est, la question va peut-être être plutôt économique et financière plutôt qu'en termes de capacité à se fournir. Les Ukrainiens sont tout à fait capables sont tout à fait capables de se fournir. Et puis, ce qu'il faut noter aujourd'hui, puisque c'est un nouveau record, la nuit précédente, c'est un nouveau record de bombardements russes envoyés sur l'Ukraine, c'est l'utilisation, on va en reparler, des drones Guéran qui ouvrent en fait la voie aux missiles russes. Et ces drones Guéran qui sont des dérivés des Shahed iraniens, qui sont des drones kamikazes, mais avec des capacités de destruction plus importantes que de petits drones FPV, eh bien, c'est un nouveau record de Guéran lancé sur l'Ukraine. Euh, et donc, la guerre des drones, elle n'a jamais été aussi active. On a l'impression que chaque jour qui passe, elle l'est de plus en plus. Mhm. Et avec cette actualité, est-ce qu'on peut dire que les Russes prennent le dessus, même dans le domaine des drones, ou est-ce que c'est aussi dû à cette actualité par rapport à la Chine? Est-ce qu'on peut remarquer que les Russes reprennent le dessus sur les drones? Alors, dans un premier temps, il est vrai que les Russes ont rattrapé un retard assez important sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens, pendant 1 an et demi, ont vraiment eu l'avantage dans le domaine des drones. Euh, les Russes ont dû développer, d'abord les Russes se sont fournis rapidement, c'est vrai, en Iran avec ces drones Shahed euh, et en ont développé une version russe sous licence, mais produit en Russie, le Guéran, mais ils ont depuis développé des ateliers, des lignes de production de drones, ce qui ne les empêche pas de se fournir ailleurs, notamment en Chine. Mais ils ont développé des lignes de production, ils ont réussi à rattraper le retard quantitatif dans un premier temps. Et maintenant, ils sont en train de rattraper le retard qualitatif, notamment avec l'utilisation et la production maison de drones à fibre optique. Et les Ukrainiens démarrent tout juste le drone à fibre optique. Le drone à fibre optique, c'est un avantage certain puisque sur le terrain, les deux armées bénéficient quasiment sur toute la ligne de front de capacités de brouillage, ce qui veut dire que des drones FPV ou des drones d'observation, même de très bonne qualité, peuvent être brouillés avec des capacités assez considérables. On a pu le voir dans le secteur de Bakhmut et de Chasiv. Il y a un seul drone qui ne peut pas être brouillé, c'est le drone eh bien, à fibre optique, avec des conditions d'emploi qui sont un peu contraignantes, puisque son, son utilisation est plus ou moins facile en fonction du relief sur lequel il est utilisé. En gros, le drone à fibre optique, c'est un drone qui part et qui est guidé par un petit fil très fin et qui permet en fait d'éviter les menaces de brouillage et d'atteindre sa cible. Et il est notamment en ligne droite et sur terrain dégagé assez redoutable et il est utilisé évidemment en qualité de drone kamikaze. Donc ça, les Russes ont l'avantage, c'est très net. Et sont en train de prendre un avantage aussi dans un autre secteur, c'est celui des drones FPV, donc des petits drones kamikazes à intelligence artificielle. Ils ont commencé la production et l'utilisation sur la ligne de front. On voit que les Ukrainiens, sur ce secteur, dans ce domaine des drones à intelligence artificielle, sont en retard. Et qu'est-ce que ça permet, ces drones à intelligence artificielle? Ça permet en fait, c'est le drone comment dire, qui choisit ses cibles dans dans l'ordinateur du drone, dans la mémoire du drone, il y a le type de cible qu'il est prioritaire, qu'il peut et qu'il doit frapper. Et donc, c'est le drone qui choisit lui-même
eh bien, quelle cible il va toucher. Et évidemment, ça pose un gros problème puisque, à nouveau, eh bien, les capacités de brouillage sont très difficilement efficaces sur ce type de drone. Il n'y a pas de fréquence, en fait, il n'y a pas de communication entre un pilote de drone situé à plusieurs kilomètres avec son joystick et le drone qui est envoyé et qu'il contrôle avec des fréquences. Ces fréquences peuvent être brouillées avec le drone avec intelligence artificielle. Elles ne peuvent pas être brouillées. Je dirais que c'est pas la majorité aujourd'hui des drones qui sont utilisés par l'armée russe, mais quand même, on voit que ça se développe et que les Ukrainiens dans ce secteur-là sont à la peine. Il y a également une autre actualité dont on n'a pas encore parlé, c'est celle du constructeur automobile français Renault qui met un pied dans la guerre en Ukraine en se lançant dans la conception de drones en zone de guerre. Quel est l'objectif stratégique du constructeur automobile français selon vous? Alors moi, je vois plusieurs objectifs. Le premier, c'est pas celui de Renault, c'est celui puisque Renault, je pense, la décision de Renault est motivée par en fait une décision politique gouvernementale. Je pense pas qu'ils aient tellement le choix de faire ou de ne pas faire. La décision, c'est d'abord une décision politique, c'est un objectif de communication. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a besoin de montrer un projet, une co-réalisation franco-ukrainienne euh, qui permettent d'abord de montrer que les Français soutiennent les Ukrainiens dans leur production de matériel de guerre. Et le deuxième, c'est de pouvoir expliquer que les Français sont en train de rattraper le retard en termes de drones. Je suis pas certain que Renault ait un. Je pense que c'est plus de la communication politique qu'un intérêt vraiment industriel. En tout cas, pour les Ukrainiens, je vois pas tellement l'intérêt. Ils ont déjà leur ligne de production. Ils produisent déjà des millions de drones par an. Je crois que Zelensky a annoncé qu'il produisait 4 millions et demi de drones par an. Donc Renault va pas changer, le partenariat avec Renault va pas changer grand-chose, surtout que Renault n'a aucun savoir-faire en matière de drones. Et là, j'en viens au deuxième aspect, c'est que les Français n'ont aucun savoir-faire en matière de drones. Les drones qu'utilise l'armée française sont des drones achetés dans le commerce. Euh, il y a 20 ans, il y a une tentative de groupes industriels français comme Thales pour développer des drones. Ces tentatives ont été avortées. Les Français n'ont jamais développé de réelle capacité de drone. On s'est fourni en drone à l'étranger. On a acheté des drones israéliens, des drones américains, mais on n'a jamais eu nos propres capacités. Donc là, l'objectif, c'est d'expliquer que l'armée française va rattraper son retard. Mais le retard, il est considérable. Il est considérable sur deux plans. D'abord, effectivement, on n'a aucune capacité industrielle de production de drones et elle est d'autant plus difficile à acquérir, cette production industrielle, que nous n'avons quasiment aucune expérience opérationnelle de l'utilisation des drones dans un conflit comme celui qui secoue l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait, l'utilisation qu'a l'armée française des drones, elle est très faible. Essentiellement, elle est tirée de l'expérience des forces spéciales en Afrique, au Sahel, au Niger, au Mali, en Afghanistan un petit peu. C'est essentiellement de l'usage de drones d'observation, très peu de drones kamikazes, et surtout, c'est un usage à destination du renseignement et pas du tout un usage combiné comme ce qui est fait, ce qui est pratiqué par les Ukrainiens ou par les Russes. L'usage combiné du drone d'observation et du drone kamikaze, ne serait-ce que dans la manière dont il fonctionne en binôme, ça, l'armée française, à part certainement l'expérience qui a été acquise par des observateurs français euh, présents sur le sol ukrainien, plus ou moins à proximité de la ligne de front, elle est nulle. L'expérience d'un usage combiné du drone d'observation et de l'infanterie ou des blindés ou de l'artillerie, à part sur un champ de tir à Canjuers ou à la Courtine, elle est nulle. L'expérience opérationnelle du drone en conflit de haute intensité, elle est nulle. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce conflit russo-ukrainien, en matière de drone, le drone, en fait, révèle une chose, c'est que les armées occidentales, ayant pratiqué la lutte contre le terrorisme, sont aujourd'hui complètement, malgré leur supériorité technologique dans quelques domaines, dans l'artillerie de précision, en fait, elles sont passées
d'armées les plus développées, les plus en avance, à en fait quasiment les plus ringardes. Et les deux armées aujourd'hui en pointe sur les combats qui se, qui sont d'actualité et qui vont se développer avec l'usage du drone. On peut imaginer que les drones d'observation, les drones kamikazes, ils se développent sur tous les champs de bataille, en Afrique, au Sahel, un peu partout. Eh bien, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne. Voilà. Donc, pour résumer, Renault n'a pas grand-chose à apporter aux Ukrainiens. C'est plutôt les Ukrainiens qui pourraient apporter aux Français. C'est plutôt dans ce sens-là, à mon avis, que cette opération est montée. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les Français ont pris conscience, ont accepté, sans le dire forcément, mais qu'il fallait réagir et qu'il fallait moderniser l'armée française dans ce secteur. Comme je dis, il s'agit des drones, mais il s'agit aussi de l'usage de l'artillerie, des blindés, de l'infanterie, de la logistique. Et donc, je crois que sur ce point, les Ukrainiens vont, quelque part, on est français, vont servir à moderniser l'armée française. Très bien. Et est-ce que vous en savez un petit peu plus sur les dernières améliorations du coup qu'il y a eu au niveau des drones récemment? On a parlé du filaire, du thermique. C'est des choses qui n'étaient pas forcément en place en novembre. Il y a encore des améliorations. Quelles sont vraiment les dernières améliorations notables au niveau des drones? Bah, technique, j'en ai parlé, c'est essentiellement la fibre optique et l'intelligence artificielle. Tout ce qui était caméra thermique, c'était déjà intégré, sauf que la caméra thermique coûte cher, c'est un équipement qui coûte cher. Donc en fait, faut savoir que de jour, vous avez tout type de drone qui vole, de nuit, et tu l'as constaté, Mhm. il y a qu'un certain nombre de drones qui peuvent voler, ce sont les drones équipés de caméras thermiques. Donc ça veut dire que quantitativement, il y en a beaucoup moins la nuit, parce que la caméra thermique coûte cher. Voilà. L'évolution notable, à part cet aspect technique, elle est surtout dans l'emploi des drones. Et là-dessus, euh, c'est vrai que les Ukrainiens font des opérations quasiment tous les jours sur un certain nombre de complexes russes. Il y a des drones qui touchent parce que simplement la défense antiaérienne russe ne peut pas tout intercepter. Mais la grosse évolution, elle est plutôt côté russe. Alors, sur deux points. Le premier point, c'est l'usage des drones. On l'a vu hier soir, notamment des drones Guéran, ces gros drones kamikazes, qui sont utilisés dans des campagnes des opérations de bombardement pour en fait saturer la défense antiaérienne ukrainienne et permettre aux missiles qui suivent, qui coûtent plus cher, de ne pas être interceptés, de toucher les cibles. Pourquoi les Russes font ça? Parce qu'un drone Guéran, ça vaut beaucoup moins cher qu'un missile russe, qu'un Kinjal, qu'un Iskander, et surtout, ça vaut beaucoup moins cher qu'un missile Patriot. Et en envoyant, je crois, hier 247 drones Guéran pour ouvrir la voie aux missiles qui suivaient, eh bien, en fait, les Russes ont réussi à saturer la défense antiaérienne, essentiellement les systèmes antiaériens patriotes, les systèmes américains, ont réussi en fait à saturer, c'est-à-dire que quand vous avez 247 drones Guéran qui arrivent, la défense antiaérienne se concentre pour les abattre. Et lorsque les missiles balistiques hypersoniques arrivent derrière, en fait, les patriotes ne peuvent plus, n'ont plus les capacités, les batteries patriotes n'ont plus les capacités d'intercepter les missiles russes, les missiles de croisière, les missiles tirés depuis des avions d'un peu partout, depuis le Caucase, depuis la mer Noire, depuis le nord aussi, la région de Koursk. Et donc ça, c'est un emploi que seuls les Russes peuvent faire puisque les Ukrainiens ont des capacités balistiques, notamment de missiles, qui sont bien moindres. Et en fait, ça, c'est, dans cette nouvelle guerre qui s'ouvre, ça, c'est une nouveauté qui vient des Russes, une nouvelle manière d'opérer qui vient des Russes et qui porte ses fruits puisque, un, les missiles n'étant pas interceptés, en fait, la perte de drones Guéran, c'est pas grand-chose financièrement. Les missiles n'étant pas interceptés et causant plus de dégâts que des drones kamikazes, eh bien, font d'énormes dégâts à l'impact. Et trois, côté ukrainien, la perte, l'utilisation de batteries patriotes pour détruire des drones Guéran, c'est énormément aussi d'argent parti en fumée, puisqu'un missile patriote a un coût exorbitant qui est 50 fois plus important qu'un drone Guéran. Et donc, c'est une manière aussi pour les Russes, non seulement d'atteindre leur cible, mais aussi d'affaiblir et d'épuiser les défenses antiaériennes ukrainiennes, puisque les Ukrainiens vont être obligés à nouveau de demander des missiles patriotes
dont la production est assez limitée. Ça dépend évidemment du bon vouloir des Américains et surtout, ça coûte très très cher. Donc, à chaque fois que les batteries Patriot doivent être rechargées et que les Ukrainiens doivent passer commande, ça coûte extrêmement cher aux Ukrainiens et à leurs alliés. Et surtout, ce qu'on voit, je le disais en répondant à ta première question, à ta deuxième question, pardon, sur les drones, c'est que côté russe comme côté ukrainien, on a intégré aujourd'hui le drone dans le champ de bataille à tous les échelons et que, bien évidemment, il y a l'usage du drone kamikaze. On voit bien avec quel objectif. On lui désigne une cible et il va détruire cette cible. Mais aussi le- l'opérabilité des drones et des autres armées, ça c'est quelque chose qui est nouveau sur le sol ukrainien dans cette guerre. Et on voit que chacune des armées, que ce soit les blindés, l'artillerie, l'infanterie, même la logistique aujourd'hui, sont dépendantes des drones et doivent travailler avec les drones. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Mais que, contrairement à ce qui est dit sur beaucoup de plateaux de télévision, même si le drone est devenu indispensable, est devenu central sur le champ de bataille, le drone ne peut pas tout. Aujourd'hui, on entend beaucoup de pseudo-experts qui expliquent qu'en fait, j'entendais d'ailleurs Alain Bauer sur LCI il y a 2 jours, qui explique qu'aujourd'hui, c'est plus une guerre humaine, c'est une guerre de drones, ce n'est qu'une guerre de drones, etc. Présenter ça, résumer ça comme ça, c'est vraiment ne rien connaître à l'évolution de la guerre et n'avoir jamais chaussé de bottes pour aller sur place pour voir ce qui se passe. Puisque même si vous utilisez le drone et que le drone est tout le temps omniprésent, en fait, quand vous êtes dans un objectif de défense ou de conquête territoriale, le plus important, c'est d'occuper le terrain. Donc, le drone, vous devez faire avec, et ça vous facilite ou ça vous complique les choses, mais à un moment donné, pour atteindre l'objectif, il faut prendre des bâtiments, il faut prendre des champs, il faut prendre des forêts, il faut avancer physiquement. Et ça, il n'y a que les hommes ou les blindés et l'artillerie qui peuvent le faire. Euh, Compter uniquement sur les drones, en fait, pour les Ukrainiens comme pour les Russes, c'est pas possible. Si vous n'avez pas des hommes au sol qui défendent ou qui mènent l'assaut, eh bien, bah, c'est tout simplement, c'est pas possible de faire cette guerre. Cette guerre n'a aucun sens. Voilà. Donc, c'est vrai c'est vrai qu'il y a une vision simpliste de cette guerre et de l'usage du drone qui est assez communément répandue. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que bien que le drone soit central et puisse effectuer des missions de reconnaissance ou des missions kamikazes, etc., euh, on oublie souvent de parler des capacités de brouillage. Et quand vous avez des capacités de brouillage très développées, la plupart des drones aujourd'hui, je disais que les drones à intelligence artificielle ou les drones à fibre optique sont présents, mais très peu, quantitativement très peu. En fait, les capacités de brouillage aujourd'hui, quand vous en avez des, des développés, eh bien, vous pouvez brouiller quasiment n'importe quel drone kamikaze et n'importe quel drone d'observation. Et donc, quand vous voulez détruire une position ennemie, la seule chose qui ne puisse pas être brouillée, c'est l'obus d'un char ou c'est l'obus d'une pièce d'artillerie. Ça ne peut pas être brouillé. Ça, c'est côté ukrainien comme côté russe, c'est souvent des canons soviétiques, des canons de conception soviétique, qui ont 20, 30, 40, 50 ans de conception et de fabrication. Et donc, ce qui est paradoxal dans cette guerre de drones, ce que beaucoup oublient de rappeler, c'est que certes, il y a beaucoup de drones, mais à côté, il y a des capacités de brouillage qui sont énormes et que quand vos drones ne peuvent plus voler, vous devez vous rabattre sur, sur vos chars, sur vos tanks et sur vos pièces d'artillerie. Mhm. Voilà. Mhm. Bah, merci Charles pour ces précisions, ces informations. On espère vous retrouver très bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité.